Bienvenue à cette table ronde sur la décarbonation du transport aérien. Je suis Elphène Leroux, je suis la déléguée aux affaires aériennes et à la sûreté aérienne pour TLF Overseas. Et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde aujourd'hui à la ICTL. Je vais débuter par présenter les intervenants qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui. Donc, on a la chance de recevoir Carole Gaudry. Carole Gaudry qui est analyste pour le marché France-belge et néerlandais pour IATA. Nous avons également Didier Aujoinet qui est le senior cargo manager à la direction de Paris-Charles de Gaulle pour le groupe ADP. Nous avons également Denis Schumer, vice-président de l'Association européenne des chargeurs et président de l'Association des utilisateurs de transport de fret. Nous avons également Nicolas Leleu, responsable commercial région France, Europe du Sud et Afrique pour CMA CGM Air Cargo. Et enfin, nous avons Philippe de Crécy, vice-président Air Freight Europe pour Bolloré et également vice-président de TLF Overseas. Avant de commencer interroger les intervenants, je vais faire une brève introduction du sujet. Aujourd'hui, comme nous savons quasiment tous, le transport aérien représente 3% des émissions de GES dans le monde. Quand on parle de transport aérien, on inclut le passager, mais également le cargo. Donc c'est pour cela que le transport aérien se retrouve au cœur des discussions en termes d'image et des discussions pour pouvoir le décarboner, car les perspectives, si nous ne faisons rien, iront jusqu'à 20% des émissions de GES dans le monde. Il est important de rappeler, pour débuter cette table ronde, que des organisations internationales et des régulateurs mettent en place des objectifs pour le transport aérien. La première organisation internationale qui s'est prononcée en octobre 2021, c'est IATA, l'Association internationale du transport aérien. En octobre 2021, IATA a fixé pour objectif de 0 émission nette de CO2 en 2050. Un objectif ambitieux qu'on aura l'occasion de revoir avec Carole dans quelques minutes. On note également cet objectif est dans l'alignement avec l'accord de Paris qui limite le réchauffement climatique à 1,5 degré. On note également en octobre 2022 l'objectif mis en place par l'OACI, donc la Direction mondiale de l'aviation civile, qui met en place donc un objectif, cette fois-ci, de neutralité carbone pour 2050. Donc 2 échéances en 2050 que pour IATA et pour l'OACI. On note également récemment que la Commission européenne se penche sur des textes pour mettre en place également des objectifs en termes de limitation, que ce soit donc pour les émissions carbone et également des objectifs pour la mise en place donc, de carburants d'aviation durable. J'en profite pour définir tout de suite le carburant d'aviation durable pour ceux qui ne connaissent pas. On va beaucoup parler de SAF pendant cette table ronde. Donc le SAF, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un produit majoritairement à base d'huile de cuisson, ce qui limite l'exploitation des ressources pétrolières aujourd'hui. Je mentionnais donc précédemment donc, la décarbonation qui est indispensable pour le secteur. On a plusieurs moyens. Améliorer les opérations du secteur, donc les opérations aériennes, que ce soit au sol ou en vol, améliorer les trajectoires. On note également développer des nouvelles technologies, on le sait tous, que ce soit pour l'hydrogène ou pour toutes les opérations. On parle également beaucoup de compensation des émissions pour le transport aérien. Et enfin, donc, comme je le disais précédemment, beaucoup d'innovation dans le biocarburant ou le carburant de synthèse. Ce qu'il faut noter en termes de régulation aujourd'hui applicable, c'est la directive de CORSIA. CORSIA, c'est la directive donc, de l'OACI qui encadre le principe de pollueur-payeur. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler. Donc, l'objectif, c'est de limiter les émissions du transport aérien aux émissions qui ont été produites en 2019. On n'aille pas au-dessus des émissions qui ont été produites en 2019. C'est également donc, cet objectif qu'a retenu la Commission européenne dans le cadre de son projet sur les ETS, sur le principe de pollueur-payeur. La Commission européenne s'inscrit dans le projet CORSIA international. Enfin, je tiens à ajouter également, donc, comme je vous l'ai dit, la Commission européenne est en cours de finalisation d'un texte sur le taux d'incorporation de carburant d'aviation durable ou de carburant synthétique
pour les avions, pour les compagnies aériennes. Donc, le texte est en cours de finalisation actuellement et nous restons attentifs à ces nouvelles directives. Je vais commencer par donner la parole à Carole Gaudry. Carole Gaudry, rebonjour. Merci encore d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Pour rappel, vous êtes donc analyste pour le marché France, belge et néerlandais pour IATA. Comme je l'ai introduit il y a quelques minutes, IATA a fixé en octobre 2021 un objectif d'éliminer les émissions nettes en 2050. C'est un objectif ambitieux. Carole, ma première question est quels sont les moyens soutenus par IATA pour respecter cet engagement? Bonjour à tous. Donc, effectivement, au niveau, merci Elfen pour le rappel. En octobre 2021, effectivement, lors de l'Assemblée générale IATA, donc les compagnies aériennes membres de IATA se sont engagées effectivement à zéro émission de CO2 en 2050. Effectivement, c'est quelque chose de très ambitieux. Également, donc, IATA a mis en place ce qu'on appelle FlyNet Zero. Et effectivement, le FlyNet Zero, cet engagement a été validé en octobre 2022 lors de l'Assemblée générale de l'OACI. On a un site web effectivement public où chacun peut effectivement y retrouver un ensemble d'informations. Et pour les compagnies aériennes ainsi que les associations de compagnies aériennes et également donc les partenaires associés, vous avez la possibilité de vous enregistrer sur le site de FlyAware et d'avoir effectivement un ensemble d'informations. Donc au niveau effectivement donc, des moyens, alors ça c'est le petit rappel, effectivement je vais passer directement à... Je n'ai pas l'habitude. Je voudrais la slide suivante. Merci. Donc effectivement, donc, dans le plan donc, de IATA sur le net zéro, il y a une répartition que l'on veut effectivement par rapport au SAF. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un objectif très ambitieux qui ne peut pas uniquement s'appuyer sur les compagnies aériennes, mais aussi effectivement sur l'ensemble de la chaîne logistique. En l'occurrence, pas uniquement sur le SAF, comme l'a décrit donc Elfen, mais aussi sur les infrastructures aéroports, sur les nouvelles technologies et les compensations carbone. Donc, pour que ça réussisse, il faut vraiment qu'il y ait un effort collectif. Ce qui est important aussi, ce qui a été validé, c'est lors de l'OACI, bien entendu, tous les États aussi s'associent dans les différents pays au niveau international pour aller dans la même direction. Et entre guillemets, j'appuie les mots en disant il ne faut pas effectivement que le vert, il ne faut pas le green effectivement soit quelque chose de payant en rajoutant des taxes qui portent à préjudice aux compagnies aériennes. C'est assez important là-dessus. Donc les perspectives... Je ne dois pas appuyer sur le bon bouton. Non, avant, je pense, voilà. Merci. Voilà, donc ça, on a effectivement l'augmentation de la production de SAF pour arriver jusqu'à 2050. C'est le plan aujourd'hui et les perspectives que l'on a aujourd'hui et qui pourra évoluer effectivement, nous sommes qu'en 2023, en fonction des années et des efforts effectivement collectifs des différents partenaires pour effectivement avoir... zéro émission de carbone. Donc production de SAF et une diminution, ce qu'on appelle les compensations carbone, c'est-à-dire je plante des arbres quelque part pour voilà. Donc ça c'est un enjeu qui est extrêmement compliqué, mais qui vient aussi avec la technologie. On parle beaucoup de production d'hydrogène. Je pense que peut-être ADP en parlera, je ne sais pas. Et également donc les améliorations donc des flottes d'avions. Voilà. Au niveau effectivement, donc les perspectives, même en 2035, avec des avions à hydrogène, les avions électriques, tout ça s'inscrit donc effectivement dans les perspectives de IATA. IATA, on donne les normes.
On donne effectivement les plans, les stratégies, mais ça fait partie toujours d'une collaboration avec l'ensemble des compagnies et autres, et partenaires. Donc c'est vraiment très très important qu'il y ait une collaboration active. Je ne l'ai pas mis sur les slides, mais il y a aussi un moyen de calcul, une méthodologie avec des standards IATA qui est mis à disposition des compagnies aériennes. Et dans le domaine du cargo, aujourd'hui, on a Etihad, donc un calculateur de CO2. Et Etihad Cargo utilise effectivement ce produit IATA. Voilà. Elfen, je te laisse la parole s'il y a des questions. Je sais pas. Merci beaucoup, Carole. Merci pour cette overview de tous ces points. Effectivement, on a vu quels sont les moyens que peut mettre en place le transport aérien pour pouvoir se décarboner. On voit également les courbes sur le SAF, le carburant d'aviation durable, qui est en augmentation et qui est nécessaire, car aujourd'hui, c'est l'un des moyens principaux pour pouvoir décarboner l'aviation, bien qu'on puisse donc voir que l'électrique, l'hydrogène sont également en cours de développement et qu'on attend des perspectives de 2025, de 2030, des résultats pour ces nouveaux avions. Merci beaucoup, Carole. Je vais désormais donner la parole à Nicolas Leleu. Nicolas Leleu, vous êtes le responsable commercial région France, Europe du Sud et Afrique pour CMA CGM Cargo. Vous êtes donc une nouvelle compagnie aérienne qui a débuté ses opérations début 2021. Je souhaite d'abord avant de vous introduire, vous donner la parole, rappeler une statistique importante qui a été mise en avant par TIACA récemment dans son étude annuelle, qui est que pour 75% des compagnies aériennes, le développement du SAF est une priorité. C'est une statistique très importante. On voit qu'aujourd'hui, le SAF est l'une des, ou presque l'unique moyen de pouvoir se décarboner. Ma première question est la suivante. Comment une compagnie aérienne qui a débuté ses activités en début 2021 a inscrit dans son activité ce volet RSE, ce volet décarbonation? Bonjour à tous. En fait, c'est plutôt un avantage, on va dire, en tant que nouvelle compagnie, parce qu'on intègre dès le début, on va dire, ces problématiques-là, ou cette contrainte-là. Ça fait partie des contraintes. Pour nous, en tout cas pour CMA CGM Cargo, on a deux phases. On a une première phase qui était la fuel efficiency, donc c'est plutôt une réduction des coûts et du coup de la consommation de fuel, qui va entraîner forcément par la réduction moins d'émissions de CO2. Ça, c'est un volet qui est déjà en route chez nous depuis le début de l'aventure, depuis 2021. C'est toujours d'actualité. On améliore puisqu'on trouve des moyens techniques, des façons de piloter, des façons de se stationner qui nous évitent de surconsommer. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intégré dès maintenant dans notre compagnie, même si on est très très jeune, on est encore baby compagnie comme on dit, mais ça fait partie du plan, de CMA CGM Cargo. On ne veut pas être en retard effectivement par rapport à ça, c'est une évidence. C'est une grosse responsabilité à la fois économique mais aussi sociale, donc on veut participer à 100% dans ces programmes-là. Merci beaucoup Nicolas. Vous avez signé également il y a quelques mois un partenariat stratégique avec Air France KLM, et notamment sur la partie cargo. Est-ce que ce volet RSE, ce volet décarbonation est également inclus dans ce partenariat ? Alors oui, ça va un peu booster, on va dire, notre développement. C'est la phase 2. La phase 2, c'est le SAF, donc Sustainable Aircraft Fuel. Ils ont des outils, ils ont implémenté ça il y a un petit peu plus longtemps que nous, évidemment. Donc on va profiter de ça, on va profiter de cette expérience-là, on va profiter des outils de calcul ou des outils de compensation, parce qu'ils ont aussi des outils de compensation. Donc on va implémenter ça très rapidement, courant d'année. Là, on est dans l'opérationnalisation de la joint venture, du partnership, donc ça nous occupe beaucoup, mais très rapidement, on va aller vers ça, et c'est en tout cas l'objectif de CMA CGM Cargo, du groupe, évidemment, en tout cas d'intégrer dans ce partnership-là toutes ces solutions de décarbonisation. J'appuierai le fait que pour le marché, en tout cas, compagnie française, donc en partenariat avec Air France KLM Cargo, ça met en lumière effectivement le hub à CDG. Il y a d'autres hubs sur l'Europe, mais il ne faut pas que la France soit en retard, il ne faut pas que les clients français soient en retard sur ces solutions-là pour qu'ils soient compétitifs aussi sur le marché. Donc c'est un vrai enjeu quand même globalement pour l'Europe. Et donc
donc effectivement, nous on s'inscrit dans ce cadre-là, on renforce l'offre du hub à CDG par Notou Cargo en partenariat avec Air France KLM Cargo. Et du coup, si on s'intègre effectivement dans ce SAF, hein, dans ces compensations-là, les clients auront beaucoup plus d'opportunités et ça va rééquilibrer un petit peu, on va dire, les hubs au niveau européen, ce qui est vraiment très important pour le marché français et pour l'Europe. Merci beaucoup. On a parlé tout à l'heure donc, des objectifs qui sont fixés par IATA et également le projet de loi donc, de la Commission européenne, que ce soit sur ReFuelEU et sur les ETS. Est-ce que vous pensez que ces objectifs sont atteignables ? Alors c'est un grand challenge hein, pour tout le monde, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, mais c'est effectivement très important. Je dirais que l'attente, elle est vraiment très très importante, en tout cas sur l'industrie. Donc on ne peut pas dire non, c'est inatteignable, c'est ambitieux. On pense qu'on peut y arriver, on a effectivement les moyens d'y arriver. C'est une combinaison, une fois de plus, hein, c'est constructeurs, nous on est un peu pris entre les deux, hein, c'est-à-dire qu'il y a les constructeurs d'un côté, ce n'est pas nous qui fabriquons les avions, hein, il y a ceux qui nous fabriquent le fuel ou le SAF ou l'ISAF, hein, on n'a pas mentionné l'ISAF, mais qui est un hybride, hein, donc c'est du kérosène hybride, on ne va pas l'appeler kérosène, mais c'est quand même un fuel hybride, donc avec des émissions complètement différentes. Il y a des nouveaux produits, des nouveaux moteurs, hein, donc ça c'est important. Donc oui, c'est possible, mais effectivement il faut dès maintenant on va dire se mettre en action, il faut dès maintenant en parler, et donc on a la chance une fois de plus avec le partenariat avec un groupe solide hein, qui investit aussi, en tout cas CMA CGM investit dans les énergies renouvelables, hein, c'est à hauteur de 1,3 milliard en tout cas, donc c'est quand même assez important, on va en bénéficier aussi. Donc, on va faire partie de l'aventure et l'objectif atteint dans la mesure du possible, effectivement, techniquement parlant. Si les techniques, ou si les techniques on va dire, industrielles nous permettent de le faire aussi. Hein. C'est ça qui va être l'enjeu parce qu'on va pousser, nous les constructeurs, les motoristes, enfin, toutes les personnes qui sont dans la chaîne pour l'aviation civile. Et si eux, ils sont en retard, bon, bah, oui, effectivement, on pourrait avoir du retard, mais l'objectif est bien là, on va le tenir. Vous avez déjà donc, mis en avant beaucoup de mesures que vous mettrez en place dans les prochaines années. Donc, quelles sont les actions concrètes pour vous dans les prochaines années? Donc, c'est votre partenariat stratégique qui inclut avec Air France, qui inclut donc cette partie-là. Vous l'avez dit, donc être attentif à ce que les constructeurs d'avions puissent fournir donc des appareils qui réduisent les émissions de CO2. Est-ce que vous auriez d'autres projets à mettre en avant? Alors oui, on a un objectif de réduction, en tout cas de 10% pour 2030, hein, donc c'est quand même assez ambitieux, 10% de consommation en tout cas pour 2030, hein, donc c'est énorme hein, pour une compagnie aérienne. Et en RTK, donc en route tonnes kilomètres parcourus, là c'est moins 35%, donc c'est quand même assez ambitieux déjà pour 2030. C'est pas tout de suite, hein, 2030, mais quand même, il y a déjà ça qui est en place. Et après, on va voir en fonction des évolutions techniques, on pourrait avoir un accélérateur. On va avoir l'intégration aussi dans notre flotte de nouveaux avions. On en a parlé, Carole en a parlé. Évidemment, c'est un facteur. Hein. On devrait avoir des tout nouveaux avions, on va dire, en 2024-2025. On va voir l'efficience fuel, on va voir l'adaptabilité, en tout cas, des moteurs. On va voir ce que ça va nous apporter avec des partenaires, différents partenaires. Donc, on pousse vers ça. Hein. C'est un intérêt et c'est très important, effectivement, pour l'industrie. Si je ne me trompe pas, votre choix s'est porté vers la A350 version Freighter pour sa livraison? Tout à fait, A350 Freighter. Donc 2024, je pense que ça sera poussé plus vers 2025. Bon, c'est toujours un petit peu, mais 2024-2025, on devrait avoir ces 4 appareils qui rentrent dans notre flotte. On a déjà 2 Boeing 777 Freighter qui ont intégré notre flotte en juin de l'année dernière, où on a récupéré notre AOC grâce à ces avions-là. Il y a 2 autres 777 qui vont arriver et on avait dans tous les cas une base de 4 Airbus A330. Donc c'est un mix. Et effectivement, avec ce mix-là, il faut faire de l'efficience, il faut faire moins d'émissions, c'est clair. On a cette responsabilité-là, on va le faire. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous en prie. Je vais désormais passer la parole à Didier. Donc, Didier Aujoinet. Didier, vous êtes le Senior Cargo Manager pour la direction Paris-Charles de Gaulle du groupe ADP.
Donc forcément, les compagnies aériennes sans gestionnaire d'infrastructure, sans aéroport, ne pourront pas fonctionner. C'est un partenariat stratégique entre les compagnies aériennes et les aéroports pour pouvoir s'assurer que la décarbonation puisse bien se dérouler. Avant donc de vous donner la parole, Didier, je souhaite également introduire par une statistique intéressante qui vient toujours de l'étude de TIACA qui a été menée en 2022. Cette statistique qui est spécifiquement sur le SAF, sur le carburant d'aviation durable, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore 54% des aéroports qui sont toujours en phase de sensibilisation sur la question du SAF et 35% mettent en place des mesures concrètes. Est-ce que pour vous, Didier, cette statistique, est-ce qu'elle est étonnante et où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui, chez ADP ? Oui, alors la statistique ne m'étonne pas tant que ça, en fait. Je ne sais pas si on entend bien. Oui, c'est bon. Ça ne m'étonne pas tant que ça parce que le SAF, c'est un sujet, mais alors d'une complexité incroyable, en fait. Enfin, moi qui commence à creuser le sujet, à lire de la littérature dessus, je m'aperçois qu'il faut vraiment investir beaucoup de temps pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. Et donc, les aéroports, en fait, il y a toutes les tailles. Il y a des gros groupes comme les nôtres qui ont la chance peut-être d'avoir un certain nombre de personnes qui peuvent investir du temps pour comprendre, pour savoir de quoi on parle. Et puis il y a d'autres petites structures, des petits aéroports qui sont plus occupés par l'exploitation au quotidien et qui n'ont pas ce temps-là pour investiguer ce type de sujet. Donc nous, on a la chance, c'est vrai, de pouvoir passer du temps, s'intéresser au sujet, parce qu'on considère aussi que c'est une des clés. Voilà, on l'a bien vu, 65% potentiellement, IATA dit 65% de la décarbonation du transport aérien passerait par l'utilisation de SAF. Donc forcément, on s'y intéresse et pour nous c'est fondamental, c'est une condition, on y reviendra peut-être par la suite, mais de la survie du transport aérien. Donc on se monopolise, enfin en tout cas on agit et sur le sujet du SAF. Et d'ailleurs pas plus tard que maintenant, en ce moment même, un certain nombre de candidats qui sont en cours de réponse à un appel d'offres pour le renouvellement en fait, du marché de distribution de carburant sont en train de présenter leur offre pour proposer une solution de SAF physique sur l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Alors voilà, parce que le SAF, on ne va pas faire un cours, mais c'est vrai que l'achat de SAF par les compagnies aériennes, c'est rarement du physique, c'est-à-dire qu'il y a rarement le SAF dans les ailes des avions qui partent. C'est un principe d'achat, ce qu'on appelle le book and claim, un peu comme les achats d'électricité verte. Mais nous, ce qu'on cherche à faire sur Roissy, c'est d'avoir la capacité à délivrer du SAF physique. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'avions puissent quitter l'aéroport avec du SAF dans les ailes. Voilà. Merci beaucoup, Didier, pour cet éclaircissement sur le SAF et la politique des aéroports. Sur quel autre projet vous travaillez en dehors du SAF ? On parle beaucoup de SAF, mais j'imagine qu'il n'y a pas qu'uniquement ce type de projet. Ouais, alors je ne sais pas si... Ouais, voilà. Oui, alors effectivement, le SAF, il n'y a pas que le SAF dans la vie. Effectivement, c'est 65%, 61% de la réduction de l'empreinte carbone de l'aviation. Mais il y a plein d'autres choses aussi. Quand on regarde, en tout cas, la contribution, là je vous ai mis un diagramme qui montre ce qui est produit sur l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, ce qui était en 2019 en termes d'émissions carbone. On voit qu'en fait, les émissions carbone, c'est globalement en 2019 2 millions de tonnes. Et sur ces 2 millions de tonnes, on voit que la part représentée par ce qu'on appelle le cycle, le landing and take-off, donc des avions, vraiment ce qui est lié au déplacement des avions, représente la part majoritaire. Mais ce n'est pas la seule. Il faut bien voir qu'aussi ce qui produit des émissions de gaz carbonique, c'est tout ce qui est transport des employés. On a quand même 90% des salariés qui viennent en voiture actuellement sur leur lieu de travail. Ce sont les passagers, dont beaucoup d'entre eux sont aussi utilisateurs de leur voiture particulière, d'un taxi, d'un VTC ou autre. Il y a tout ce qui est équipement en piste utilisé par les agents d'assistance, qui sont en pleine transition pour basculer des énergies thermiques vers de nouvelles énergies. Et puis il y a l'utilisation de ce qu'on appelle les air pressure units, c'est la climatisation globalement des avions au sol, qui concourt aussi à tout ça. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire en termes au titre du gestionnaire d'infrastructure, c'est d'essayer d'agir sur l'ensemble de ces émissions. Nous, si on regarde vraiment ce que l'aéroport, en tant qu'entreprise, ce que nous, en tant que fournisseurs d'infrastructures, on produit, on ne produit, entre guillemets, que 3% de ces émissions totales. Et donc nous, ce qu'on essaie, alors déjà, on agit sur nos propres émissions, sur ces 3%,
qui sont liés aux achats d'électricité. Et globalement, on peut dire aussi l'essentiel, c'est lié à la production d'énergie, le chaud, le froid, pour climatiser ou chauffer les terminaux. Et comment est-ce que nous, on essaie d'aller vers la transition énergétique? C'est vers ces centrales thermiques, de les passer à la biomasse ou à la géothermie. Orly, par exemple, fonctionne avec une centrale thermique 100% à la géothermie. Voilà. Nous, sur CDG, on est avec un pourcentage de biomasse. Et dans les années qui viennent, on va passer à la géothermie. Donc ça, ce sont nos propres émissions. Mais bien sûr, on ne considère pas que nos propres 3% d'émissions. On essaie aussi d'être un acteur et d'aider l'ensemble des opérateurs à une transition énergétique sur tout le reste des émissions qui sont produites. Effectivement, un certain nombre de mesures que vous mettez en place actuellement et que vous allez développer dans les prochaines années. Comment, en tant qu'aéroport, vous accompagnez ces opérateurs, l'aéroport de CDG assiste, un trafic passager et également cargo. Comment vous, en tant que gestionnaire, vous accompagnez les opérateurs cargo de la plateforme? Alors je crois qu'on essaie, c'est très pragmatique en fait, on essaie d'avoir une relation de proximité avec l'ensemble des opérateurs. Je crois que les personnes qui sont là autour de la table sont des personnes avec qui on se voit régulièrement, on échange régulièrement. On organise par exemple, nous, tous les mois, un Cargo Community Meeting qui est en fait un lieu d'échange virtuel, mais dans lequel on partage de l'information. Donc déjà, en fait, on se sensibilise mutuellement à toutes ces thématiques-là au travers de ces différents points de rendez-vous qu'on a au cours de l'année. On organise un forum annuel du cargo, et puis voilà, et puis il y a les contacts au quotidien qu'on peut entretenir. Ça passe aussi par une association à laquelle nous sommes, je crois, quasiment tous adhérents ici, qui est l'ACFA, l'Air Cargo France Association, qui regroupe l'ensemble des opérateurs de la plateforme autour de cet objectif d'essayer de travailler tous ensemble, alors pas seulement sur des sujets touchant à la réduction de l'empreinte environnementale, mais tout ce qui peut aussi améliorer la performance de la plateforme de CDG par rapport à nos concurrents européens, puisqu'on est aussi quand même dans un système de concurrence. Donc l'ACFA aussi nous sert de relais pour essayer de faire mieux. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que là, on parle peut-être beaucoup de tout ce qui est production, en fait, réduction des émissions de gaz carbonique, mais il y a plein de thématiques sur lesquelles on peut travailler aussi. Il y a le recyclage, le tri des déchets, la réduction de l'usage du plastique, il y a la biodiversité. Enfin, pour vous donner un exemple, sur Orly, il n'y a plus de produits phytosanitaires aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'actions. Je ne voudrais pas seulement qu'on se focalise. Alors c'est vrai que la thématique, c'est la décarbonation, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a beaucoup d'autres thématiques sur lesquelles on travaille, alors nous en tant que gestionnaire d'infrastructure, et sur lesquelles aussi on essaie d'emmener l'ensemble de nos opérateurs présents sur la plateforme à être plus vertueux également. Effectivement, comme l'a dit Didier, l'ACFA, l'Air Cargo France Association, essaie de se mobiliser sur ce sujet. J'ai également un mandat de secrétaire pour cette association et nous essayons de mettre en place un groupe de travail qui inclura la globalité des différents secteurs qui émettent forcément du gaz à effet de serre, depuis l'accès des employés, comme Didier vient de l'évoquer, jusqu'à l'LTO, donc Landing Take-Off. Voilà. Nous mettons en place ce groupe de travail au niveau de l'ACFA. Vous avez également évoqué il y a quelques minutes la compétitivité. Est-ce que dans votre stratégie d'attractivité pour les prochains mois, prochaines années, cette dimension RSE, cette dimension transition énergétique est au cœur de votre stratégie? Ouais, je crois qu'on ne pourrait pas prétendre le contraire. C'est sûr que, même je pense que ça va très largement au-delà de la compétitivité. Bon, c'est vrai que ce soit les chargeurs, je pense que Denis Schumer en parlera tout à l'heure, hein, l'importance que les chargeurs accordent maintenant à la réduction de l'empreinte environnementale des expéditions. Donc du côté marchandises, on sent bien qu'il y a une pression là-dessus pour demander à l'ensemble de la chaîne logistique de faire mieux. On sent que côté passagers aussi, les passagers sont de plus en plus préoccupés par le fait de savoir si en prenant tel ou tel avion, ils vont réussir à réduire leur empreinte environnementale. Donc on sent qu'il y a de la pression du côté de l'ensemble des usagers. Donc forcément, on essaie je pense que si on ne faisait rien, on laisserait potentiellement nos concurrents mettre en place des mesures qui, eux, leur donneraient des avantages concurrentiels. Mais je crois qu'au-delà de ça, l'enjeu, il n'est pas seulement sur la concurrence, il est même sur la possibilité de continuer à vivre, à ce que l'aérien continue de se développer. Et moi, j'ai en tête une réflexion là, d'une personne qui était intervenue à une conférence internationale
du cargo aérien il y a un an et demi. Et sa réflexion, c'était de dire que la plus grande menace de notre industrie, ce n'est pas le Covid, c'est l'environnement. Voilà, donc si on ne fait rien, on risque de s'arrêter. Donc derrière, voilà, la concurrence, c'est pas le seul enjeu. L'enjeu, c'est aussi de continuer à vivre, et c'est aussi de pouvoir continuer pour vivre à recruter des jeunes générations. Et on sait aussi que si on ne fait rien, on n'arrivera pas à recruter. Voilà, donc c'est une problématique globale. Effectivement, l'emploi est un secteur stratégique pour nos entreprises. Actuellement, voilà, il faut mettre en avant ces mesures dans les politiques de recrutement des entreprises, car aujourd'hui, voilà, le transport aérien pollue, on ne peut pas dire autrement, mais inclure ces mesures, ces développements, ces projets, voilà, permet de pouvoir avoir une autre vision pour ces candidats. Merci beaucoup, Didier. Je vais désormais passer la parole à Denis Schumer. Denis, vous êtes le vice-président de l'Association européenne des chargeurs et également président de l'Association des utilisateurs de fret en France. On ne ferons jamais sur les chargeurs. Les chargeurs sont les donneurs d'ordre de nos transports. Pour le cargo, il faut revenir à la demande initiale. La demande vient des entreprises qui importent ou exportent des marchandises à travers le monde. Depuis la période Covid, qui a été une période où la transition écologique est revenue au centre de discussion et a encore été mise plus en avant, comment a évolué la demande des chargeurs sur ces politiques RSE ? Écoutez, elle est restée très forte, mais en ce qui concerne le commerce international, sur le maritime et sur l'aérien, on sort quand même de 2 ans et demi très chahutés, avec une situation très houleuse à la fois sur les taux et la capacité et la ponctualité des livraisons. Et donc, les acheteurs de transport aérien qui travaillent tous avec des commissionnaires de transport sont plutôt aujourd'hui dans une perspective d'essayer de stabiliser leur activité, les prix, d'avoir une certaine visibilité. Mais n'empêche que la pression des directions RSE, des directions développement durable, des directions générales sur le verdissement de la logistique, de leur logistique, quelle que soit l'activité, quel que soit le secteur économique, est très forte. Sur l'aérien comme sur le maritime, on voudrait quand même mettre en avant le principe de réalité. C'est d'ailleurs un principe qui a été à nouveau prononcé hier à la conférence inaugurale, à savoir c'est très bien de se fixer des objectifs 2050, 2035, 2030, mais la réalité aujourd'hui, c'est que les prix, la volatilité des prix sur ces carburants de synthèse, pas de synthèse, pardon, sur ces carburants durables, est telle que beaucoup de petits chargeurs aujourd'hui disent attendons d'y voir plus clair. Il y a 2 sujets, il y a la volatilité, la capacité à fournir l'ensemble des acteurs, et puis la transparence. On était habitué dans nos industries, dans le transport international, que ce soit sur le maritime ou l'aérien, à payer pour une énergie qui était assez homogène, le kérosène pour l'aviation, le fuel 3,5%, puis après le fuel 0,5% pour le maritime. Et puis après, le gaz est apparu sur un certain nombre de bateaux, une partie de la flotte mondiale. Mais on va entrer dans une ère où il va y avoir une telle variété de pourcentages de carburants plus ou moins décarbonés, en bas carbone, introduits par ces acteurs, ces opérateurs, que ce soit les compagnies maritimes comme les compagnies aériennes, qu'il va falloir quand même comprendre ce qui se passe, avoir des informations fiables et qu'on ait la possibilité de choisir entre payer davantage pour plus de décarbonation ou payer moins pour moins de décarbonation. Malheureusement, ce n'est pas forcément ce qui arrive aujourd'hui, où les gros acteurs dans le maritime, ça va être le cas, nous disent, écoutez, moi, dans ma flotte, j'ai tant de pourcents de carburant décarboné, de bunkers décarbonés, donc voilà, j'applique à tous mes clients ce pourcentage, et quand le prix de ces carburants va augmenter, c'est l'ensemble des métaux qui vont augmenter à travers les surcharges. Sur l'aérien, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, c'est effectivement le Book and Claim System qui est là, c'est-à-dire on achète plus ou moins de SAF dans son voyage, dans le transport de sa marchandise, à travers des commissionnaires de transport qui commencent à mettre en place des systèmes. Mais il n'y a aucune transparence sur le papier qui correspond à cette part de SAF qu'on achète à des prix très élevés, a effectivement une réalité derrière tangible, ou si ce n'est pas un papier qui a été revendu 2 fois, 3 fois
par rapport à une tonne de SAF au départ vendue par les Nestlé ou les Total Energy, etc. Donc on s'attend à beaucoup plus de transparence, on s'attend à la mise en place de systèmes de fiabilisation de ces tradings de certificats SAF avant de s'engager sans doute massivement. Et c'est vrai que les commissionnaires ont sans doute un rôle à jouer puisque c'est eux qui sont les intermédiaires pour nous vendre du papier SAF ou pas du papier SAF. Et puis, à terme, il y aura de toute façon compétition entre tous les énergéticiens. Il ne faut pas oublier qu'il n'y aura sans doute pas assez d'huile de friture ou de graisse animale pour faire du SAF à hauteur des chiffres qui sont annoncés. Donc on va se tourner soit vers la biomasse non alimentaire, soit vers les carburants de synthèse à partir d'hydrogène fait à partir d'hydrolyse de l'eau. Et tous les sujets, c'est où vont être produits ces carburants de synthèse, d'où va venir l'électricité, d'où va venir l'eau, pour pouvoir effectivement alimenter à la fois le maritime, l'aérien et peut-être une partie du parc automobile, par camion notamment, sur ces carburants de synthèse. Donc on est très prudent, on est désireux que ça suive une trajectoire assez ambitieuse, mais on est très prudent sur la pente. Vous venez d'évoquer le SAF et la vision des chargeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, un grand nombre de chargeurs utilisent le SAF, bookent du SAF auprès des commissionnaires de transport et des compagnies aériennes? Est-ce qu'ils choisissent leur chaîne de transport en fonction du SAF? Pas pour l'instant, non, puisque en fait, moi je dirais que c'est plutôt ce qu'on appelle en anglais du window dressing, c'est-à-dire c'est un peu la vitrine qu'on veut dans son rapport annuel RSE, puisque vous savez qu'on produit des rapports annuels RSE, dire que même dans l'aérien, voilà, on commence à faire des efforts et on achète une partie du transport avec une part de SAF dans les soutes, en expliquant plus ou moins le système. On le fait, mais je crois qu'il y a quelques grands groupes qui le font, mais la moyenne des chargeurs, et surtout les chargeurs qui utilisent l'aérien, que pour une petite partie de leur activité internationale, n'est pas venue massivement. Je pense que la pharmacie, enfin les grands secteurs qui utilisent la pharmacie, le luxe, qui commencent aussi évidemment à décarboner leur chaîne logistique, mais très lentement parce que leur priorité était pour l'instant ailleurs, vont s'intéresser à ça parce qu'eux, ils utilisent massivement l'aérien. Comme vous venez de l'évoquer, l'industrie du luxe, du pharma, c'est aujourd'hui une industrie qui a besoin du transport aérien, qui ne peut pas forcément utiliser le maritime pour transporter ses marchandises. C'est pour ça aujourd'hui également qu'on persiste sur cette stratégie à mettre en avant tout ce qui est fait pour le transport aérien, car aujourd'hui, il est encore essentiel pour un certain nombre d'industries. En ayant une vision à court-moyen terme, quelles sont, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, quelles sont les attentes, quelles seront les attentes des chargeurs vis-à-vis des commissionnaires de transport, des compagnies aériennes pour les prochaines années? Alors d'abord, je remarque que les chiffres de l'aéroport de Paris sont intéressants, mais ils s'intéressent évidemment que sur les émissions de CO2 sur leur plateforme. Nous, on s'intéresse aux émissions de CO2 sur le transport, sur la partie vol, et aussi sur la partie camionnage jusqu'à la destination finale, ou camionnage depuis le chargeur jusqu'à l'aéroport de départ. Et parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, une partie du gain qui peut être fait aujourd'hui sur la plateforme aéroportuaire peut être reperdue parce qu'on va trucker, on va camionner la marchandise de Roissy à Budapest parce qu'on n'a pas créé de hub ou qu'on n'a pas voulu prendre une compagnie aérienne qui servait Budapest, qui reste un aéroport qui essaie de croître mais qui reste petit par rapport aux géants américains ou européens. Voilà, donc on s'intéresse à l'ensemble de la chaîne et on a besoin, soit venant des compagnies aériennes, soit des commissionnaires, une visibilité sur l'ensemble de la chaîne, sur le bout en bout, et une visibilité qui soit la plus réelle possible. Donc on va s'intéresser aussi à des sujets comme est-ce que vous travaillez sur des valeurs moyennes de votre flotte, sur des valeurs moyennes sur telle route entre Memphis, Chicago et Roissy, ou est-ce qu'on va pouvoir suivre les avions que vous prenez, que vous avez achetés, nouvelle génération qui consomment moins, la part de SAF que vous avez embarqué qui n'est pas vendue à travers le système Book and Claim, de façon à ce que vous nous annonciez une empreinte carbone sur le vol qui soit la plus réelle possible. Parce qu'on s'aperçoit que d'abord les avions peuvent être déroutés, donc ils peuvent être consommés un peu plus, et on s'aperçoit qu'on quitte le monde des valeurs moyennes, quoi. Il y a une nouvelle norme ISO qui s'applique
depuis quelques semaines, qui vient d'être la norme pour les calculs des émissions de CO2, qui reste encore sur des valeurs moyennes, mais déjà la demande des chargeurs au niveau des camions, au niveau des trains, au niveau des bateaux, etc., c'est travailler sur le plus réel possible. Merci beaucoup, Denis. La vision des chargeurs est très claire. Il faut une visibilité réelle, en temps réel, des émissions produites. Merci beaucoup. On va désormais pouvoir échanger avec Philippe de Crécy. Philippe de Crécy, vous êtes le VP Air Freight Europe pour Bolloré, mais vous êtes également le vice-président de TLF Overseas. On vient d'entendre la parole des chargeurs. Les commissionnaires de transport doivent donc s'adapter pour au mieux répondre à ces demandes. Est-ce que vous estimez que la prise de conscience aujourd'hui, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle s'accélère? Comment s'orientent les commissionnaires de transport? Non, clairement, tous nos clients aujourd'hui parlent de décarbonation dans chacun des rendez-vous qu'on peut avoir avec eux. C'est vraiment un sujet qui est au cœur des préoccupations de toute la chaîne. Je rappellerai quand même une chose, le meilleur moyen de décarboner son transport aérien, c'est incontestablement de faire du transport maritime. Je vais me faire engueuler par mes petits camarades, mais c'est le premier principe qu'il faut décliner et que beaucoup de grands chargeurs s'efforcent de décliner. J'ai été frappé, j'étais à Saint-Malo moi il y a 15 jours pour visiter le bateau à voile Grain de Sel qui fait Saint-Malo-New York. Et il y a un départ le 14 avril prochain où je serai parce qu'on a 2 grands clients du luxe français qui seront à bord de ce bateau avec du cargo. Et en fait, on s'aperçoit que c'est du cargo, c'est un transfert de l'aérien vers le maritime et vers le maritime le plus vertueux puisque c'est un maritime à la voile. Bien sûr, on est dans le symbole et dans la prise de conscience, dans la communication, mais c'est quand même très important que ce genre de cas concrets voit le jour et éclaire tous les décideurs dans le monde du transport. Alors, pour revenir à notre sujet, le SAF, aujourd'hui, c'est la moins mauvaise solution pour décarboner le fret aérien. C'est sans doute une solution imparfaite, mais c'est la seule qui existe à ce stade. Je pense qu'elle est transitoire, qu'on ira en effet vers des nouvelles générations d'avions dans le futur et des nouveaux types de carburants. Pour le moment, cette solution est la moins mauvaise. On est toujours en phase pionnière de ces solutions, hein. Nous, on a acheté notre premier litre de SAF fin 2019. On était pratiquement les premiers. Donc c'est une industrie très récente, hein, qui est en phase de décollage. Mais pour le moment, on a une demande qui est très supérieure à l'offre de SAF. Donc d'ailleurs, on a des prix du SAF qui ont tendance à augmenter, hein, qui ont augmenté de près de 50% en 2 ans. Et il faut être conscient qu'aujourd'hui, pour décarboner, je vais dire, plus de 50% de son transport aérien, ça revient à pas loin de doubler sa facture de transport en aérien, hein. Le prix reste extrêmement important. Donc, ce n'est pas neutre, mais on voit quand même certains grands chargeurs choisir massivement la solution parce que c'est la seule disponible, parce que cet enjeu de décarbonation, il est stratégique pour eux, et parce que, quelque part, ce doublement du prix du transport, ils disent que ça va forcer nos clients internes à prendre encore mieux conscience de la problématique. Et finalement, ça va dans le sens de l'histoire de doubler ce prix du transport en utilisant du SAF. Donc on a un mouvement de grands chargeurs qui s'amorce. Beaucoup de l'industrie du luxe, hein, très clairement, qui sont très en avance dans cette démarche. Et c'est une bonne chose que cela démarre. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au SAF dans la chaîne du transport aérien. Et quand on a une réflexion avec ses clients, d'abord, on est en capacité, et c'est un préalable maintenant à une discussion pérenne avec un grand chargeur, on est en capacité de leur fournir un bilan carbone de leur transport le plus précis possible, hein, qui va descendre au type de camion,
au type d'avion, au type de bateau, par rapport à tout ce qu'ils transportent. Et on est capable de leur produire ce bilan de manière mensuelle aujourd'hui. C'est vraiment, il y a eu beaucoup de développement dans ce sens-là récemment. Mais voilà, ce qui est important, c'est en effet de s'attaquer à toute la chaîne. Aujourd'hui, il y a un transport camion amont et aval autour de l'aérien. Il faut absolument verdir ce transport amont et aval routier, hein, avec des camions qui peuvent être biogaz, qui peuvent être, etc. Il y a beaucoup d'évolutions en ce sens-là. Ce n'est pas notre débat du jour, mais c'est très important. Et puis, il faut aussi être conscient que sur un avion cargo, en moyenne, quand il est chargé au maximum, il y a à peu près 200 kg de plastique utilisé pour entourer les palettes, etc. Et ce plastique est très souvent jeté à l'arrivée. 200 kg par avion. Donc là aussi, il y a de grands développements en cours. Cette chasse au plastique, elle est lancée avec nos grands clients. On développe des espèces d'éco-wraps qui maintenant entourent les palettes, hein, et qu'on récupère à l'arrivée et qui avec un retour sur les grandes bases de départ. Donc vraiment, cette réflexion SAF, elle doit aussi s'inscrire dans une chaîne plus complète qui doit intégrer transport amont et aval et consommation de plastique, par exemple. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que, pour répondre un peu aux inquiétudes que vous évoquiez tout à l'heure, le système est quand même, oui, sur une phase pionnière, mais il est quand même très verrouillé en normes de qualité, avec aujourd'hui Ernst & Young qui est à la tête des certifications de ces transports pour garantir qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc il ne faut pas trop qu'on laisse entendre que c'est pas clair ou qu'il y a des certificats bidons qui circulent. Le système est très verrouillé par EY. On pourrait les rencontrer pour qu'ils nous expliquent la manière dont c'est fait. Mais le système est bien organisé en ce sens. Ce qui est compliqué à expliquer, c'est que ce SAF aujourd'hui, il est essentiellement produit sur la côte ouest des États-Unis et en Europe du Nord. Donc pour le moment, quand un client va acheter du SAF pour compenser un Paris-Shanghai, le SAF ne sera pas forcément sur l'avion CMA qui va aller de Paris à Shanghai. Il sera sans doute sur un avion moyen courrier qui va faire Copenhague-Berlin, et celui-là va intégrer du SAF qui aura été acheté par le client qui vole entre Paris et Shanghai. Mais peu importe, ça revient au même quelque part, et c'est là que ce système de compensation se met en place, et c'est là que la pédagogie doit être présente pour bien expliquer ce système dans son fonctionnement à ce jour. Voilà pour le SAF. Peu de clients ont démarré de manière sérieuse, mais beaucoup s'y intéressent. Et encore une fois, c'est la seule solution disponible aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut aller dans cette direction. Merci beaucoup Philippe. Avant de pouvoir vous donner la parole, si vous avez des questions-réponses dans l'audience, on voit bien que le transport aérien, et en particulier le cargo... Pardon, vous souhaitez... Merci, hein, Philippe. Je suis demandeur de rencontrer Ernst & Young parce que les énergéticiens qu'on rencontre parce qu'ils nous fournissent sur l'ensemble des modes, hein, donc Total Energy, mais pas que, Engie, Nestlé, etc., nous disent le contraire. Ils nous disent qu'il y a plus de papier qui circule que de SAF produit. C'est un marché qui est devenu un peu spéculatif, surtout qu'il est très volatile. Voilà. Donc vous dites qu'il y a une très forte transparence, clarté, que le papier de départ suit toute la chaîne sans être démultiplié, etc. C'est quand même très très difficile sur l'international, puisque vous dites que c'est l'ensemble du globe qui est concerné de suivre sa traçabilité. C'est l'impression qu'on a maintenant, c'est l'impression que nous donnent les énergéticiens avec qui on discute. Il faut rapidement qu'on travaille pour que cette impression soit positive. Et j'ajouterai une chose, c'est que l'engagement de beaucoup de grands commissionnaires de transport, c'est que ce commerce de SAF se fasse en dehors du business. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge ou de plus-value effectuée
sur ces reventes de SAF, et on est en toute transparence entre ce qui est acheté aux compagnies aériennes ou à Total, etc., et ce qui est revendu. Ça ne doit pas rentrer dans le domaine du business. Effectivement, un rendez-vous pour une prochaine rencontre pour pouvoir étudier donc, ce sujet, notamment avec les régulateurs du SAF et du Book and Claim, sera essentiel dans les prochaines semaines. Donc, pour terminer donc, cette table ronde, on voit que le transport aérien est en marche pour la décarbonation. On a encore beaucoup de travail, que ce soit pour le SAF, pour clarifier le fonctionnement du SAF, mais également sur les autres moyens de décarbonation que nous avons pu évoquer avant, la réduction du plastique, le pré- et le post-acheminement, qui sont également centrales dans la chaîne de transport aérien. Je voulais vous remercier tous pour d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Est-ce que vous avez des questions dans l'audience ? Merci. Florence Mazot, PDR, c'est une toute petite question méthodologique sur ce que couvre l'émission LTO. Alors, c'est bon, on entend? Ouais. On entend un petit peu. Non, là, ça a l'air bon. Les émissions LTO, c'est en fait la partie atterrissage et décollage des avions jusqu'à une certaine distance en fait de l'aéroport. Mais en fait, la méthodologie qui était en 2019 a évolué depuis. Donc maintenant, on intègre la demi-croisière dans les émissions. Okay, donc normalement, ce que vous voyez là, maintenant, on est à quasiment 8 ou 9 millions de tonnes parce qu'on inclut la demi-croisière. Bah, c'est des méthodologies qui évoluent parce qu'on est rentré dans un dispositif de contrôle des émissions qui s'appelle l'Airport Carbon Accreditation Programme, dont le périmètre maintenant englobe les émissions plus larges que simplement la partie décollage-atterrissage. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Merci. Ça marche? Oui. J'ai deux questions, si je peux me permettre. Hugo Duchemin, consultant dans l'aviation avec objectif net zéro émission. Mais rassurez-vous, je suis aussi un confrère parce que j'ai travaillé dans le fret aérien la plupart de ma vie. Donc j'ai d'abord une question aux transporteurs. Nous savons qu'il n'y a pas assez de SAF, mais il existe un peu d'hydrogène vert quand même. Ça commence, ça va augmenter, on le sait. Est-ce que vous, comme certains de vos confrères que j'ai entendus ou lus, allez commencer par de l'apport en camion à hydrogène? Denis Schumer a évoqué le fait que le fret aérien n'est pas vraiment produit à côté du hub. Donc on va le chercher très loin parfois, en camion. Et est-ce que le fait de convertir les camions pour en faire des camions à hydrogène peut donner un aspect plus vert au fret aérien déjà? Parce qu'on sait que la plupart du temps, ce fret-là, il voyage sur des camions. Ça, c'est une question bien sûr à Philippe de Crécy aussi concernant ce que vous allez chercher en tant que Bolloré sur le marché. Alors, il y a des investissements importants qui sont faits par beaucoup de transporteurs sur ces recherches pour aller vers de l'hydrogène sur la partie camion. Mais là aussi, il y a une réalité coût qui est très impactante, mais qui ne doivent pas arrêter les investissements. Et on n'est pas transporteur routier en tant que Bolloré Logistique, on n'est pas des routiers, mais on aura quand même quelques camions à hydrogène très rapidement dans notre flotte pour les pré- et post-acheminement. Ça démarre. Et ça peut être pareil pour les compagnies aériennes notamment, parce que le logo de votre compagnie est sur le camion. Donc si ce camion était à hydrogène, ça montrerait que vous êtes déjà dans cette logique. Alors, effectivement, dans l'approche hub, donc pour la sortie et l'arrivée, en tout cas sur le hub, c'est une exigence de la compagnie auprès des transporteurs routiers de décarboner, de trouver des solutions. Ça passe par l'hybride, oui, il n'y a pas de débat, on n'a rien contre, mais effectivement, ça fait partie. Sur la plateforme aussi, via l'agenda en ligne, en fonction de l'utilisation, il y a des camions aussi qui tournent sur la plateforme pour amener le fret. C'est la même chose, on va exiger effectivement une émission basse, en tout cas, ou zéro émission
très prochainement. Bon, il y a beaucoup déjà sur les chariots, c'est l'électrique principalement, ou du gaz, mais bon, c'est à très basse émission. Et sur les camions qui sont sur les voies, en tout cas de trafic, pareil, on a la même exigence, donc ils vont aller vers le zéro émission très prochainement. Ouais, je rajoute juste, je vous ai mis à l'écran le projet d'une station que nous avons, double énergie, GNV hydrogène, qui devrait sortir de terre en 2024 et qui justement permet l'approvisionnement à la fois des camions dans les deux énergies, côté ville, mais aussi côté piste. Donc c'est une station qui sera accessible des deux côtés. Et avec dans une première phase, l'hydrogène sera livré sur place, mais dans une deuxième phase, il sera produit sur place. Bon, ce sera de l'hydrogène vert, hein, produit par hydrolyse avec de l'électricité verte. Mais voilà, ce sera sur place. Merci beaucoup. Ça m'amène directement à ma deuxième question. Parce que justement, cette infrastructure-là que vous représentez en tant qu'ADP, j'ai vu la présentation de votre collègue Blandine Lantruide à Highvolution ici même. Donc ce hub à hydrogène qui est l'aéroport a une très grande importance. Nous en parlons toujours avec mes confrères. Et même Hydrogène Europe, donc la plus grande organisation européenne pour l'hydrogène, le nomme. Et donc cette question-là, Didier, j'aimerais bien vous la poser parce que nous savons tous que le calcul ou l'équation pour l'hydrogène, elle est négative. On consomme beaucoup d'énergie pour faire peu d'hydrogène, et avec cet hydrogène, on ne résulte pas dans beaucoup d'énergie non plus. Donc c'est vraiment pas une bonne équation. Nous savons qu'il y a d'autres technologies, et vous avez évoqué la biomasse, vous aussi, qui, à base de biomasse, peuvent produire beaucoup plus d'hydrogène, entre 5 et 10 fois plus d'hydrogène que par l'électrolyse. Est-ce que ça, en tant que hub aéroportuaire, a une importance pour vous ? Bon, alors déjà, je vois que vous êtes un expert plus sur le sujet et moi, je ne le suis pas. Blandine, certainement, aurait pu vous répondre beaucoup mieux que moi. Moi, je suis juste modestement un développeur du cargo. Donc sur le niveau en fait de production de l'hydrogène et moi j'ai pas d'éléments particuliers à vous donner. Est-ce que c'est mieux de le produire de telle façon ou est-ce que la biomasse a plus de pertinence? Je ne saurais pas vous répondre. Sincèrement, je préfère pas aller sur ce type de terrain-là. Simplement, en fait, on essaie de regarder l'ensemble de la chaîne. On parle de l'hydrogène, on a parlé du SAF, on se pose beaucoup de questions aussi sur la biomasse et sur toutes les autres technologies qui pourraient être utiles pour décarboner l'aviation. Donc on n'est pas monopolisé sur un sujet particulier. Et on s'intéresse par exemple à tout ce qui est innovation. On a la chance dans le groupe ADP d'avoir une direction de l'innovation qui étudie, qui a la chance de sourcer un peu toutes les start-up qui peuvent se mettre en place ou toutes les révolutions industrielles qui pourraient concourir à cette amélioration-là. Et on peut participer en tant qu'investisseur. Donc on s'intéresse à tout le spectre en fait. Voilà, donc l'hydrogène nous a semblé quand même dans l'air du temps et avec l'hydrogène on peut faire à la fois un combustible, ça peut remplacer l'énergie thermique, mais aussi on peut le transformer en SAF. Donc l'hydrogène a un intérêt à ce titre-là. Mais on essaie d'explorer toutes les autres facettes possibles au travers des innovations de différentes entreprises qui pourraient arriver sur le marché. Merci pour ces attentions, c'est déjà beaucoup. Nous avons une question juste derrière vous. Bonjour, Marc Otigny de l'ADEME. Je voulais savoir quelles étaient vos prévisions d'évolution du niveau de trafic de fret aérien. Qui souhaite répondre? Je ne sais pas qui répond. Moi, je peux vous parler déjà d'une chose qui est positive sur la plateforme Paris-Charles de Gaulle et qui était pendant longtemps décriée par les clients, qui était le manque d'offres aériennes sur le cargo. Et ça, c'est vrai que quand on compare le trafic cargo entre Paris et Francfort, il y a un déficit d'offres qui était criant dans les dernières années, avec un écart, avec un facteur de 5, si vous voulez, en termes d'offres, supérieur à Francfort qu'à CDG. Maintenant, on est en train de s'apercevoir que, notamment grâce à l'arrivée de CMA-CGM, cet écart se réduit. On a des compagnies aussi chinoises qui s'intéressent pour revenir sur Paris.
Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que sur l'offre déjà, l'offre en tout cas en capacité, s'améliore et on est assez confiant que dans le futur, dans les prochaines années, on est sur une tendance d'offre capacitaire qui va augmenter. Ensuite, je vais laisser la parole aux chargeurs et commissionnaires ou transitaires sur la partie est-ce que la demande va suivre l'offre, puisque évidemment on peut avoir l'offre, mais si la demande ne suit pas, ça peut être problématique. Mais enfin, en tout cas de notre côté, et quand on voit les données fournies par Boeing sur les 20 prochaines années, Boeing table sur une croissance mondiale du cargo aérien de l'ordre de 4% par an. Voilà, bon, c'est mondial, ça ne veut pas dire que c'est local, évidemment. Mais voilà, enfin, je laisse la parole à mes confrères pour compléter. Oui, on va pas, difficile de faire des grandes prévisions là-dessus, mais ce 4%, il est sans doute réaliste, mais il est extrêmement tiré par tout ce qui est e-commerce et par donc l'Express qui va transporter ce e-commerce. Les marchés plus industriels et plus classiques sont en fait relativement stables depuis plusieurs années, avec bon, des hauts et des bas selon la conjoncture mondiale, etc. Mais on a une relative stabilité et on ne peut pas exclure que la pression environnementale aille même vers une limitation de ces besoins en fret aérien dans le futur. Oui, prenons l'exemple de la mode du textile, qui est très consommateur d'aérien pour certaines grandes marques et beaucoup moins pour d'autres. Ça dépend de la stratégie de renouvellement des lignes. La tendance quand même globalement, ça sera vers moins d'aérien parce que effectivement, eux aussi seront obligés d'annoncer de plus en plus l'empreinte carbone, que ce soit les Zara, H&M, etc. Et donc, si l'aérien n'arrive pas à décarboner aussi vite que le maritime, c'est clair qu'une partie de ce qui existe aujourd'hui sur le textile en aérien passera sur le maritime. Par contre, le luxe qui a la capacité de proposer des prix supérieurs à ses clients, qui ne sont pas trop concernés, je pense, par l'environnement pour l'instant, va rester globalement dans l'aérien. Dans le maritime, le sujet, c'est les reefers pour la pharmacie. Une partie de la pharmacie pourrait basculer dans les reefers, donc la température dirigée, mais il y a actuellement pas assez d'offres actuellement sur les reefers par rapport à ceux qui l'utilisent déjà, notamment l'agroalimentaire. Merci beaucoup. On m'indique qu'on arrive à la fin de notre heure d'échange. Merci beaucoup à tous. Merci à nos 5 intervenants. Et merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Voilà, de notre rendez-vous nous amène dans les prochaines années, que ce soit sur les prévisions du fret et particulièrement sur la décarbonation. Merci à tous.